Alors, je me présente devant vous ce soir, pleine de contradictions. Je pense qu'on peut dire que je suis féministe, mais j'aime le rose. J'adore cuisiner et pourtant, quand j'invite à la maison, finalement, je fais des lasagnes tout le temps. Et puis surtout, et là on va rentrer assez profondément, je n'ai pas d'enfants, j'ai 40 ans, alors que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et pourtant, malgré ça, je suis totalement apaisée aujourd'hui. Je suis même heureuse. Alors la société et finalement beaucoup de croyances peuvent nous faire croire que ces situations et que ces complexités ne peuvent pas coexister ensemble, qu'il faut choisir. Choisir entre la douceur et la crédibilité, entre les émotions et la légitimité, entre l'humain et l'excellence. Mais aujourd'hui, je pense spécifiquement qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'on peut embrasser la complexité, le contraste, la nuance, les subtilités, les oui, mais, et que c'est en fait extrêmement important. Et ça me rappelle une de mes patientes que j'ai vue il y a quelques semaines, Madame R. Madame R, 42 ans, en couple avec un homme de 60 ans, avec un enfant eu avec son conjoint, une petite fille avec qui elle est venue en consultation de 10 ans. Madame R qui a une endométriose douloureuse et qui souhaite peut-être avoir un second enfant, qui est douloureuse, qui souhaite peut-être être opérée ou peut-être pas, prendre des hormones mais peut-être pas. Et donc 1 heure de consultation et à la fin, toujours en chemin, accompagnée. Et je sais qu'il y a 10 ans, cette même patiente, je me serais dit quand même, il faut faire un choix. Je me serais sentie agacée. J'aurais tranché. J'aurais dit, moi je sais, avec toute ma littérature scientifique et mes connaissances, je sais, je me serais positionnée. Et pourtant. Alors, pour ce temps qu'on a ensemble, je vous propose de m'ouvrir à vous et de vous livrer 4 éléments qui sont importants pour moi. Le premier, c'est l'humain au cœur. Le deuxième, c'est de faire les choses, peu importe. Le troisième, c'est être visible. Et le dernier, c'est s'engager. Alors, l'humain au cœur. L'humain au cœur, c'est en fait un cadeau que m'a fait une collègue chercheuse parisienne qui fait de la recherche en biologie sur l'endométriose. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de co-organiser avec elle et avec d'autres chercheurs une semaine de sensibilisation, en fait de formation des jeunes chercheurs à l'endométriose. Une semaine extrêmement passionnante où on était assez proches tous ensemble. Et à la fin de la semaine, elle m'a pris à part et elle m'a dit Christelle, je t'ai observée pendant cette semaine et d'ailleurs pendant les mois, on a travaillé sur l'organisation et j'aimerais vraiment te dire que je trouve que tu mets l'humain au cœur et j'ai vraiment pris cela comme un véritable cadeau. Pourtant, je travaille en médecine, en recherche, je fais de l'enseignement et ce qui est valorisé, c'est le contrôle, la performance et la maîtrise. Mais ce n'est pas ça mon moteur. Finalement, mon moteur, c'est l'humain et la relation aux autres, la relation aux patientes, aux chercheuses, aux chercheurs, aux collègues, aux équipes, aux cofondatrices. Alors comment ça se manifeste avec les patientes ? Ça se manifeste par les voir réellement quand elles arrivent, les écouter. Pas les voir comme des dossiers, mais comme vraiment des femmes qui viennent avec leurs histoires, leur parcours, leurs attentes, avec des besoins. C'est accepter que toute la science et la connaissance qu'on puisse avoir ne remplaceront jamais l'écoute. En recherche, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ? Ça veut dire faire de la recherche qui a du sens, savoir pourquoi on cherche, pas chercher pour montrer qu'on est le plus brillant, j'ai déjà beaucoup essayé et fait, chercher pour être utile, vraiment, à quel besoin, à quelle question ça répond réellement.
Et donc oui, l'humain au centre, au cœur de tout, mais pas que. L'humain également comme un refuge, un soutien. Et j'ai de la chance d'avoir un entourage extrêmement soutenant qui me permet de faire toutes ces choses. Mais il faut quand même les faire, ces choses. Et donc on va passer au deuxième élément, faire les choses, peu importe. En fait, j'ai longtemps remarqué que si on attend d'être prête, on ne fait rien. On ne fait absolument rien. Et que finalement, la place, la position, c'est rare qu'on nous la donne. Il faut la prendre. Il faut la prendre. J'ai pourtant longtemps attendu pour plus d'assurance, plus de légitimité, plus de crédibilité pour faire. Et finalement, eh bien, faire peu importe le trac, comme ce soir, peu importe le doute, peu importe la peur, je ne pense pas être la seule à avoir très peur. Il y a quelques années, j'ai très voulu faire une thèse de sciences. J'avais fait un master 2 d'anatomie sur le plancher pelvien, et je voulais continuer pour faire une thèse de sciences sur le muscle élévateur de l'anus. Oui, il y a des gens qui travaillent sur ça, c'est extrêmement sérieux. Voilà. Et j'ai voulu, voilà, ça me passionnait énormément. Et puis, j'ai cogité. Je me suis dit, mais alors, est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis assez brillante? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de faire des super rencontres parce que les garçons auront peur que je sois trop surdiplômée? Enfin, plein de questions que je me suis posées. Et ça me fait penser à une de mes écrivaines préférées, Elizabeth Gilbert, qui en fait assimile les émotions telles que la peur, le doute, le trac à des personnes voilà, autour d'elle. Et en fait, on est en démocratie, donc tout le monde a le droit à la parole. Et donc en fait, une fois que le doute, le trac et que la peur, après l'avoir fait trembler, a parlé, lui a fait comprendre que c'était compliqué, qu'elle ne pouvait pas, elle finit par lui dire... Peur, est-ce que tu as fini de parler? Parce que là, j'aimerais juste commencer à écrire mon poème. Et donc, effectivement, je me suis inscrite en thèse de sciences. Et probablement que ça a changé ma vie, mon parcours, en tout cas professionnel. Je suis devenue docteur en médecine, docteur en sciences. Et ça m'a ouvert plein de portes. Croire en des projets, croire en des idées qui nous paraissent extrêmement grandes, c'est si important. Plein de projets comme ça sont nés. Quand j'ai parlé, je me suis entendue. Quand j'ai parlé, j'ai clarifié ma voix. Quand j'ai parlé, je me suis alignée. Quand j'ai parlé et osé me faire entendre, j'ai fait écho à ma voix, mais aussi à celle des autres. Et c'est le moment où la magie se produit. Des personnes arrivent, des rencontres se font, des projets s'ouvrent, des opportunités tombent. Et là, c'est le moment où je vous parle du Living Lab Santé des femmes. Alors, le Living Lab Santé des femmes, c'est le premier dispositif régional autour de la santé des femmes, régional, national, européen, du monde et probablement de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Living Lab? Un Living Lab, c'est un lieu, un endroit où une patiente vient avec un problème ou alors même avec des idées. Un chercheur vient avec un nouveau traitement, mais il n'a jamais vu de patiente. Une start-up vient avec une solution, mais elle ne sait pas si sa solution répond à un véritable problème. Les médecins parlent de leurs problèmes quotidiens, et puis même les politiques peuvent dire « Ah, ben tiens, il nous faut une nouvelle loi, quelle loi on va faire ?» Et tout ce monde-là se réunit autour d'une table, voilà, pour discuter à part égale et vraiment mettre en place une intelligence collective pour avoir des projets pérennes, long terme
efficace pour répondre à des thématiques. Et la thématique santé des femmes, bien sûr que c'est une thématique extrêmement actuelle auquel on doit répondre. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Pour moi, en tant que médecin, enseignante, chercheuse, un Living Lab, c'est une zone de liberté où la curiosité intellectuelle et la créativité peuvent réellement s'embrasser sans qu'il y ait finalement de cadres très durs qui viennent les empêcher de faire de beaux projets. Alors, faire peu importe, c'est surtout ne pas disparaître face à l'immensité de ses rêves, de ses ambitions et de ses envies. Et puis, troisième élément, un jour, je suis devenue visible. Visible, on m'a demandé mon avis, on m'a interrogée sur la santé des femmes, sur l'endométriose. Et autant dire que j'ai beaucoup résisté, car face à la visibilité, il y a aussi un poids, le poids des critiques, le poids des jugements, le poids de cette représentativité. Alors comment je me suis rendu compte qu'on pouvait être visible ? Il y a cela plus de 20 ans, quand j'ai commencé mon internat en médecine, donc c'était en 2009. Quand on est interne en médecine, on passe beaucoup de temps à l'hôpital, on vient très tôt, on part très tard, donc on est là à des moments où il y a peu de personnes, notamment les agents d'entretien qui sont là. Et je me souviens vraiment de ces moments où des agents d'entretien m'interpellaient et me disaient entre quatre yeux, on est vraiment très fiers. On est fiers que tu sois là, tu nous représentes, tu nous fais honneur. Et j'étais extrêmement gênée par ça, très gênée. Je ne savais pas quoi en faire. J'étais là, mais attendez. Donc, moi, je suis française, je suis née en France. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on pouvait représenter de belles choses pour certains. Et que c'était un bien assez précieux, en fait. J'ai aussi accepté ça parce que finalement, être visible, c'est pas être parfaite. C'est être alignée, oui, avec ses valeurs, ses choix, avec ses contradictions, mais pas être parfait. C'est être à sa place et dire ce qu'on a à dire. Donc aujourd'hui, si des jeunes filles qui me ressemblent croient en leurs rêves, un tout petit peu, grâce à moi, j'accepte ce rôle avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je peux le dire, même si ce n'est pas assez évident à dire. Je suis professeure Christelle Nyangotimo, professeure des universités, praticienne hospitalière, autrice et co-autrice de plus de 120 publications scientifiques et ayant levé 3 millions d'euros en financement recherche. Et je suis également Christelle, une femme noire, née à Paris, élevée en région parisienne dans le 93, à Bagnolet, par des parents immigrés, venus sans papier, du Cameroun, et qui ont donné tout. Pas dans le plan. Mais donc une fois qu'on a ça, qu'on sait d'où on vient et pourquoi on est là, grâce à qui et ce qu'on représente, on n'a qu'une chose à faire, c'est incarner, c'est s'engager. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'être gynécologue obstétricienne, d'être chercheur, d'être enseignante, sans clairement s'engager. Et s'engager en santé des femmes, c'est faire vraiment tomber toutes ces barrières fictives qui nous empêchent. C'est s'engager
comme citoyenne, c'est être aligné et cohérent tout du long. Mais je ne vais pas vous le cacher, s'engager, c'est compliqué aussi. C'est s'engager même quand on est incompris, c'est s'engager même quand on ne fait pas l'unanimité, c'est s'engager même quand on est jugé, critiqué. Et donc, oui, pour ça, il faut du courage. Alors, honnêtement, je n'ai pas plus de courage que vous. Absolument pas. Mais je sais où je peux en prendre. Où je peux en prendre? Eh bien, c'est près de mes plus belles enseignantes. Ce sont mes patientes. Pourquoi? Parce que, en tant que gynécologue obstétricienne spécialisée en douleur, je vois un tas de femmes qui viennent et qui, en fait, m'offrent leurs histoires et leur parcours de vie, me racontent leur haut, leur bas, leurs 10 ans d'errance diagnostique, leurs 15 praticiens vus. Elles me racontent leur non-reconnaissance de symptômes, leur minimisation, leur invisibilisation, leur traumatisme psychologique, leur viol, leur situation précaire. Elles me racontent tout ça. Et pourtant, elles sont là. Elles viennent en consultation. Et à chaque nouveau praticien qu'elles voient, elles ont confiance, elles ont espoir. Espoir qu'on les écoutera, espoir qu'on les prendra en charge correctement, mais également qu'on les écoutera et qu'on leur fera justice aussi. Peut-être rendons hommage à nos patientes, à mes patientes, aux femmes. Merci. Parce que je vous assure que quand en fait on voit cette persévérance-là, eh bien, ça donne énormément de courage pour se battre avec elle. Aujourd'hui, on est le 5 mars, on est jeudi 5 mars, donc on est la semaine de la sensibilisation à l'endométriose. Et cette semaine, elle n'existerait pas sans les patientes, notamment sans Endo France, qui depuis les années 90 s'est battue pour qu'on parle d'endométriose. Elles sont restées devant le perron du ministère de la Santé pratiquement tous les jours. C'est grâce à elles, la stratégie de lutte nationale, grâce à elles, le PEPR endométriose, on a un peu d'argent pour la recherche. Grâce à elles, qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Alors, quand on parle de surmédiatisation, autant vous dire que ça me... Donc, tout cela pour vous dire que le courage, oui, mais entouré de personnes qui sont alignées avec nos valeurs et qui ont les mêmes engagements, eh bien, on en trouve. Merci beaucoup.